Lorsque j'ai mis les pieds pour la première fois dans le palais royal, j'avais une vingtaine d'années et l'excitation de la jeunesse se lisait dans mes yeux. Je pensais qu'être garde à la cour était un travail simple mais prestigieux. Les cérémonies gracieuses, les salles étincelantes, les routines précises. Je pensais qu'il s'agissait d'assurer la sécurité des cercles les plus élevés. Personne ne m'a dit que derrière ces murs se cachait un passé imprégné de ténèbres et de secrets. J'aurais peut-être dû prêter attention aux regards fuyants des anciens. Ils avaient essayé de me mettre en garde contre la curiosité plus d'une fois. Mais je n'ai pas écouté. Mes premières semaines se sont déroulées comme dans un rêve. Réception royale colorée, honneur rendu, discours retentissant. La reine, image d'une majesté et d'une sérénité inébranlables, était au centre de tous les événements. À l'époque, je l'admirais. Je suivais les ordres et j'admirais les rituels raffinés. Aucun d'entre nous, jeunes de garde, ne doutait de l'impeccabilité de celle qu'il considérait comme le symbole d'une stabilité inébranlable. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'est lorsqu'on a fait entrer dans la cour tout un groupe de personnes qui avaient l'air de migrants désorientés ou, pour dire les choses crûment, de réfugiés des troubles du monde. On nous a dit de ne pas poser de questions et de simplement les escorter jusqu'à l'une des salles fermées du palais. Les papiers les désignaient comme des invités d'une réception spéciale. C'est inhabituel, mais on peut considérer qu'il s'agit d'un acte d'humanité. La cour s'occupe de personnes en détresse. Cependant, j'ai été alarmé par le fait que je n'avais jamais vu ces malheureux ailleurs. C'était comme s'ils avaient été amenés et immédiatement vaporisés. Les domestiques murmuraient qu'il s'agissait d'une fête cachée. Dès que je posais la question directe, où sont passés les nouveaux invités? Leurs visages pâlissaient et ils détournèrent les yeux. Ne vous en mêlez pas, m'a répété l'un des gardes les plus âgés. C'est comme ça ici. Moins on en sait, plus on dort. Au fond de moi, je savais qu'il se passait au palais bien plus que les cérémonies officielles. Mais comme j'étais l'otage de mon contrat de travail et que je craignais de perdre ma place, je repoussais ces pensées. Mais tout a changé cette nuit-là, lorsque j'ai été affecté à l'un des passages secrets. Un long couloir menant à une pièce dont je n'avais jamais eu la moindre idée. Un profond silence régnait, la pénombre du soir enveloppait les majestueuses de tourelles et seules quelques lampes de service étaient allumées à l'intérieur. Mon travail consistait à garder la porte et à ne laisser entrer personne d'autre. Mais qui essaierait d'entrer? Le palais est généralement vide et silencieux à cette heure de la journée. Bientôt, cependant, de légers bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Dans la pénombre, j'aperçus une frêle servante qui tirait un chariot recouvert de tissu. Quelque chose comme une main humaine pendait en dessous, mais elle portait un gant blanc et un liquide sombre s'écoulait de la manche. Du sang peut-être? C'était difficile à dire, la faible lumière ne permettait pas d'y voir clair. Je voulus l'appeler, mais elle se contenta de me repousser en marmonnant doucement. « Ne me dérangez pas. C'est un ordre. » et prononça le nom d'un confident de la reine. J'ai senti un frisson moite monter en moi. La servante se tourna vers la porte, l'ouvrit et une odeur désagréable d'humidité et de fer vint frapper mon nez. J'ai fait un pas en avant, essayant de comprendre ce qui se passait, mais la servante s'est éclipsée en sifflant. « Vous n'avez pas été invité ici. » Lorsqu'elle fut partie, je jetai un coup d'œil par la porte à peine entr'ouverte et vis l'escalier qui descendait. Il y avait une odeur d'humidité et quelque part en bas, des voix parlaient non. J'ai essayé de distinguer les mots, mais mon cœur battait si fort que je ne pouvais pas entendre. Soudain, une lueur trouble a jailli des ténèbres, comme celle d'une torche ou d'une bougie. Je refermai soigneusement la porte et fis comme si je n'étais conscient de rien. Mais le sommeil ne vint pas cette nuit-là. J'avais l'impression d'avoir déplacé la pierre qui fermait l'entrée de la mine abandonnée.
Le lendemain, dans l'un des couloirs les plus éloignés, un officier de la garde royale s'est approché de moi. Son regard est dur et il murmure « Ta langue est-elle trop longue ? Ou bien votre cerveau ne s'allume-t-il pas quand il le devrait ?» Il n'a pas précisé le contenu de ces questions, mais j'ai compris qu'on me testait. Peut-être savait-il déjà que j'avais vu quelque chose d'inutile. Sinon, pourquoi examinait-il mon visage de si près, comme s'il essayait d'y déceler de la peur ou de la culpabilité? À partir de ce moment-là, j'ai essayé de paraître calme et indifférente. Si quelque chose de monstrueux se passait vraiment au palais, j'étais déjà dans le collimateur de ceux qui profitaient du secret. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. La curiosité brûlait en moi, et mon âme exigeait de découvrir la vérité. Une semaine plus tard, on m'a confié la garde d'une grande réserve. L'endroit semblait ennuyeux. Des caisses contenant divers objets de valeur, des réserves de nourriture et des vins rares. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Vers minuit, des serviteurs et des officiers ont commencé à arriver les uns après les autres, ramassant de petits récipients scellés et les transportant dans la même direction que celle empruntée par le chariot cette nuit-là. Les conteneurs portaient donc des étiquettes avec des noms que je ne connaissais pas. Les noms n'étaient manifestement pas britanniques. Ils me semblaient orientaux ou africains. S'agissait-il vraiment d'une liste de personnes? Tous ces mouvements clandestins ressemblaient à l'approvisionnement d'une organisation clandestine. L'un des serviteurs, prenant un autre récipient, a ouvert le couvercle une seconde. J'ai vu quelque chose de pâle, comme une main ou une partie du corps. Il laissa échapper un souffle, s'apercevant que je regardais, et referma immédiatement le couvercle. Une goutte de sang bien visible est retombée sur le sol. Je l'ai vu s'empresser de l'essuyer avec un mouchoir, me lancer un regard furieux et disparaître. Cette même nuit, j'ai essayé de les suivre. Profitant d'une pause, alors que personne ne me remarquait, je me suis faufilé dans les couloirs, orienté par des bruissements et des coups sourds. Le chemin me conduisit à la même porte secrète. Ces torches brûlaient faiblement dans le couloir et j'entendais des voix étouffées. Essayant de ne pas faire de bruit, j'ouvris la porte et commençai à descendre les marches de pierre. Un froid humide m'enveloppa, comme si je me trouvais dans un ancien donjon, comme ceux des châteaux médiévaux. De l'eau goûtait quelque part, faisant résonner le son de manière désagréable. Des bougies disposées dans des chandeliers d'hommes massifs le long des murs diffusaient une lumière rougeâtre. Je m'approchai de l'alcôve pour jeter un coup d'œil dans le coin. Une grande salle à moitié taillée dans la roche s'ouvrait en contrebas. Au centre se trouvait une longue table de pierre qui ressemblait à un autel. Autour d'elle se trouvaient plusieurs hommes vêtus de robes noires. L'un d'eux tenait un couteau à la lame recourbée, et sur la table reposait quelque chose de sombre et d'humide. En regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un corps humain, enveloppé dans des chiffons. Un cadavre, frais de surcroît, à en juger par le sang qui maculait le pourtour des plaies. J'ai failli me tordre d'horreur, mais je me suis forcé à rester silencieux. L'un des hommes en robe a pris la parole d'une voix étouffée. « Une nouvelle offrande a été apportée. La dame sera satisfaite, car cette chair... » Il parlait à voix basse, et je n'arrivais pas à comprendre. Mais le sens était évident. Il s'agissait d'un réfugié qui avait été sacrifié. Voilà où ces gens disparaissaient. Voilà le genre de soins hospitaliers qu'on leur prodiguait dans les murs du palais royal. Mes yeux se sont pincés en réalisant à quel point tout cela n'était pas naturel. Soudain, tout le monde se figea. Un bruit sourd résonna sur les murs. De nouvelles silhouettes marchaient sur le sol de pierre. À leur approche, j'ai vu les officiers et, entre eux, la reine. Oui, cette même reine dont nous avions l'habitude de considérer le visage comme l'incarnation du calme et de la majesté. À présent, son visage affichait un masque de satisfaction prédatrice.
Certaines des bougies de la salle avaient donc été éteintes, de sorte que les traits de la reine étaient cachés dans la pénombre, mais cela suffisait pour que je comprenne que c'était elle qui commandait. Elle dit quelque chose d'un ton bas mais autoritaire. Les hommes de l'autel s'inclinèrent, puis la reine s'approcha du corps étendu sur la pierre froide. L'un des assistants lui apporta un plat sur lequel je remarquais des morceaux de chair, comme s'ils avaient été découpés sur un cadavre. Mon cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle prit lentement l'un des morceaux, s'ensillait et le porta à ses lèvres. Le monde semblait s'écrouler. La reine Élisabeth, que je croyais être un pilier de la tradition, était en train de manger de la viande humaine, le tout au beau milieu d'un rituel de minuit. J'ai regardé avec horreur ses doigts, agrippés au morceau, prendre une couleur écarlate. La scène était si inconcevable que mon cerveau refusait de la comprendre. Mais avant que je ne puisse reculer, l'un des officiers qui se tenait à l'entrée a tourné la tête dans ma direction. Il semblait avoir remarqué le mouvement. J'ai reculé d'un coup, me précipitant vers l'escalier. Des cris étouffés ont retenti derrière moi et j'ai compris qu'il me cherchait. C'était un miracle que j'ai pu m'échapper. Quelqu'un avait sans doute cru à une fausse alerte, mais je me suis rendu compte que j'étais en danger de mort. Je connaissais un secret que je n'étais pas censé connaître. Les jours suivants, j'ai marché dans le brouillard. Je ne pouvais pas partir. Les gardes du palais n'aiment pas que les gens quittent leur poste soudainement. Et s'ils pensaient que j'étais un traître et m'emmenaient comme ces malheureux. Mais je ne pouvais pas supporter de faire comme si je n'avais rien vu. Chaque fois que j'entendais les pas des officiers, j'avais des sueurs froides. J'avais l'impression qu'ils savaient Donald déjà et qu'ils n'attendaient sans qu'un moment propice pour m'emmener, pour parler. J'ai commencé à remarquer que certaines pièces étaient plus strictement surveillées la nuit qu'auparavant. Il y avait un autre détail qui me faisait froid dans le dos. De nouveaux groupes de pauvres étaient ouvertement amenés sous le couvert de la nuit dans les entrepôts. Sur un court tronçon de couloir, j'ai vu une fois un homme se faire emmener avec de la mousse coulant de sa bouche, comme s'il était sous l'influence d'un puissant tranquillisant. Ses yeux fixaient là le vide. Des chaînes lui ont été passées autour du cou pour l'empêcher de s'échapper. Au même moment, dans les salles royales, j'ai commencé à entendre de plus en plus souvent les noms de cultes étranges. Sacrifices anciens, renouvellement du pouvoir du Qin. Les rumeurs étaient chuchotées, mais dès que je m'approchais, elles s'arrêtaient. Bien sûr, personne n'osait mettre de tels mots dans la bouche de la reine devant des étrangers. Mais en observant tout, je me suis rendu compte que dans les profondeurs du palais, il y avait une sorte de société secrète, dont le rôle principal était joué par elle, la dame que le monde considérait comme presque la personne la plus bienveillante de la terre. Un soir, je suis tombé sur une vieille robe servante qui servait dans le palais depuis des décennies. Elle tremblait, ses lèvres étaient pâles, ses yeux dilatés. Avec difficulté, elle m'a dit « Tu es jeune, cours. Tu es jeune, cours. Ils te prendront quand même quand ils se rendront compte de ce que tu as vu. » J'ai demandé « Que se passe-t-il? Quel est le but de ces rituels? Pourquoi la reine voudrait-elle une telle sauvagerie ?» La vieille femme se contenta de secouer la tête. « C'est très ancien. Le sang du clan est imprégné d'une soif de pouvoir qui se libère dans la chair humaine. » Son visage s'est alors déformé d'horreur et elle s'est enfuie, craignant que nous soyons vus ensemble. Pour tenter de comprendre, je me suis glissé un soir dans la bibliothèque du palais, où se trouvaient les anciennes archives. Dans une section où les gardes ordinaires ne sont généralement pas admis, j'ai trouvé des documents datant de plusieurs siècles. À ma grande surprise, il y était question de rituels de lignée, qui avaient débuté au Moyen-Âge à la cour de certains monarques. Les textes étaient voilés, mais il s'agissait de ramifications issues de cultes païens, désuets visant à prolonger la vie du détenteur du trône. Une certaine couronne d'os était mentionnée, qui était donnée à un monarque choisi qui pouvait,
puiser sa force dans les sacrifices. Plus j'avançais dans ma lecture, plus mon sang se glaçait. Tout cela pouvait-il avoir un rapport avec des événements réels? Après tout, il s'agissait d'une époque apparemment éclairée. Mais les événements survenus dans les donjons expliquaient tout. Ce n'est pas pour rien que le palais attire les plus vulnérables, les réfugiés, les malheureux. Ils sont considérés comme la source de la chair, avec laquelle, selon ses sombres croyances, la dynastie royale se maintient au pouvoir et en vie. Mais le plus choquant, c'est que, selon les textes, le rite nécessitait des offrandes régulières. À chaque fois, la couronne était nourrie d'une nouvelle victime. Et, à en juger par les peintures murales, cette période coïncidait avec ce que j'observais en ce moment dans le palais, l'activité active aux accueils des réfugiés. J'ai refermé le livre en m'efforçant de garder mon calme. Une nouvelle pensée m'a traversé l'esprit. Et si tout cela n'était que mensonges ou fables historiques, et que j'étais simplement prisonnière de mes propres peurs, mais les souvenirs de la salle souterraine et du repas sanglant ne me permettaient jamais pas de croire à cette version lénifiante. Cela devenait clair. En continuant à rester ici, je risquais de devenir un autre repas sacrificiel lorsque ce que je savais serait révélé. Sachant qu'il ne serait pas facile de démissionner et de quitter le pays, le palais garde un œil sur tous nos documents personnels. J'ai décidé d'adopter une approche plus subtile. Trouver une faille, rassembler des preuves, les transmettre au monde extérieur. Mais seul, cela me paraissait insensé. Il me fallait un complice, et j'ai pensé à mon compagnon, Simon, qui avait lui aussi servi ici, mais qui s'était retiré pour des raisons de santé. Simon était un homme discret, mais il avait dit un jour, en passant, qu'il y avait pire que les contes de fées. Peut-être savait-il quelque chose, et avait-il réussi à quitter le palais. J'ai retrouvé Simon en cachette dans une petite ville. Lorsqu'il m'a vu, il a d'abord eu peur. « Tu ne dois pas venir ici. » Il surveille tous ceux qui sortent du palais. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Il m'a avoué qu'il avait lui-même été témoin d'une cérémonie horrible, mais qu'il avait été jeté dehors lorsqu'il avait essayé d'empêcher l'arrivée d'autres réfugiés. En fait, il s'était sauvé en faisant semblant de ne s'être rendu compte de rien. Pendant que nous parlions, ses mains tremblaient. On pouvait voir que la peur ne l'avait pas encore quitté. Simon a déclaré que même si nous rassemblions des preuves, personne ne les croirait. « Imaginez, dit-il, que les journaux se mettent à crier que la reine mange des gens. Ce serait considéré comme de la folie ou de la provocation. On se moquerait de nous et on nous écarterait discrètement. C'est trop de pouvoir auquel nous sommes confrontés. » Il a toutefois mentionné qu'il connaissait un homme qui avait été membre du cercle intime de la cour. C'est comme s'il tenait secrètement un journal, rempli de photos et de témoignages, mais que, par peur, il ne le confiait à personne. Si ce journal était retrouvé, ce serait une véritable chance de faire la lumière sur la vérité. J'ai saisi cette piste, même si je savais qu'elle était très dangereuse. En retournant au palais, j'ai senti les regards se poser sur moi. Des agents ont vérifié mon laissez-passer, m'ont demandé où j'étais, pourquoi j'étais en retard. J'ai plaisanté en disant que je rencontrais un ami pour des raisons personnelles. Ils ont alors commencé à exiger « Votre ami ne doit pas poser de questions sur le palais, vous comprenez ?» J'ai acquiescé, réalisant que mon geste envers Simon avait déjà éveillé les soupçons. Les jours se succédèrent sous la pression. Je voyais une agitation incompréhensible dans les couloirs, une odeur glaciale s'échappait des sous-sols. Pas un mélange de viande et de formol, ou autre chose. La nuit, j'entendais les camions de ravitaillement, et lors des réunions du matin, on nous faisait faire comme si de rien n'était. La reine apparaissait sous les feux de la rampe, souriant aux caméras, parlant en plaisantant aux invités de l'ambassade étrangère. Un jour, je me suis retrouvé à quelques de mètres d'elle, en train de monter la garde à l'entrée. J'ai regardé son visage et, à ce moment-là,
j'ai été transpercé. Sous ce masque extérieur de noblesse se cache quelque chose d'inhumain. Il m'a semblé que, pendant un instant, son regard s'est dirigé vers moi avec un étrange rictus. Peut-être l'ai-je imaginé, mais c'était comme si ses yeux me disaient « Je sais ce que tu as vu, mais où pouvez-vous aller ?» Vers le soir, on m'a appelé pour parler au lieutenant de la sécurité dans le bureau intérieur. Il m'a demandé sans détour « Écoutez, avez-vous eu envie de changer de travail? Peut-être vous sentez-vous en surnombre. » En substance, il me proposait de démissionner discrètement, de recevoir une modeste indemnité et de disparaître de la ville, mais à condition que je m'engage à garder le silence sur tous les sujets. Je savais qu'il s'agissait d'un piège. J'accepterais, je partirais, puis je serais détecté sur la route et emmené. Ou bien, si je refusais, il pourrait décider que j'en savais trop et prendre d'autres mesures. J'ai dit que j'appréciais l'offre, mais que j'aimerais y réfléchir davantage. Le lieutenant sourit de travers. « Ne réfléchissez pas longtemps, il ne vous reste plus beaucoup de temps. » C'était clair, on m'indiquait la sortie, soit volontairement, soit de force, probablement à la suite d'un accident. Le visage du lieutenant disait « J'ai déjà signé votre sentence. » Le soir même, j'ai reçu un message secret de Simon. J'ai trouvé où était caché le journal. Viens tout de suite dans les vieilles catacombes, à l'extérieur de la ville. J'ai dû fuir le palais sous prétexte d'un rendez-vous urgent chez le médecin. J'ai compris que si on me surprenait à m'enfuir sans autorisation, j'étais mort. Mais je n'avais pas le choix. Les catacombes se sont révélées être un réseau de tunnels abandonnés, menant aux anciennes caves du monastère. Là, dans une pièce délabrée, nous avons trouvé un coffre. En l'ouvrant, j'ai vu de vieilles pages jaunies de par le temps. Sur ces pages, à l'encre délavée, figuraient donc des descriptions de scènes horribles. Des photographies, manifestement prises en secret, montraient dans des personnages en robe royale penchés sur les victimes. Il y avait aussi des descriptions de la façon dont ces rituels se déroulaient à différentes époques sous différents noms de personnes couronnées. Un passage disait « La société secrète remonte à l'époque pré-chrétienne, pratiquant le cannibalisme pour consolider le pouvoir. La reine ne fait que poursuivre la lignée de ses ancêtres, croyant que le sang des victimes est une source de longévité et d'influence sur l'esprit des hommes. » Il y avait aussi les noms de personnages historiques célèbres qui auraient disparu dans des circonstances mystérieuses. Eux aussi auraient pu être des offrandes. Mais mes jambes d'Arfras tremblent. Il ne s'agit pas seulement de ragots, mais de preuves détaillées. Si tout cela devait être révélé au monde. Mais comment? Simon m'a serré l'épaule. Nous sommes ensemble maintenant, mais il faut faire attention. Si nous allons directement à la police, ils ne nous écouteront pas et ils nous tueront. Il faut trouver ceux qui peuvent faire connaître l'affaire. Nous avons décidé que je retournerai au palais comme si je n'y étais pour rien et que Simon essaierait de contacter des journalistes internationaux. Il espérait que l'un d'entre eux, par souci de sensationnalisme, s'emparerait de l'histoire. J'ai accepté. Mais au fond de moi, je me suis rendu compte que la reine et son entourage auraient vite fait de repérer notre plan. À mon retour, j'ai constaté qu'ils me regardaient comme une cible ambulante. L'un des officiers, celui-là même qui avait déposé les conteneurs, m'a mis en garde. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et n'oubliez pas qu'au palais, la curiosité est punie plus sévèrement que la trahison. J'acquiesce, cachant un frisson. Pendant ce temps, l'atmosphère dans le palais s'échauffait. Une autre fête secrète se préparait, à en juger par l'agitation et les réarrangements. On m'avait placé dans le périmètre extérieur pour contrôler les réfugiés qui arriveraient la nuit suivante. J'ai vu un camion décharger des personnes dont les mains étaient attachées dans le dos et dont les visages exprimaient l'horreur et l'épuisement. On les traînait quelque part et les gardes avec lesquels je travaillais côte à côte se comportaient de manière totalement inhumaine, renforçant leurs ordres avec des matraques et des jurons.
J'ai compris que ces pauvres gens ne reviendraient bandre pas. La colère m'a déchiré l'âme, mais je ne pouvais pas me précipiter seul contre la foule. Plus tard dans la nuit, j'ai essayé de suivre le cortège, mais j'ai été arrêté par un lieutenant. « Halte, votre place est à votre poste, ne bougez pas d'un pas. Les ordres viennent d'en haut. » Adoptant une expression de pierre sur mon visage, je suis resté. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque j'ai entendu des cris venant de derrière les portes fermées, que mon cœur a sombré. C'étaient donc des cris de mort, étouffés par les murs massifs. Ces cris résonnèrent longtemps à mes oreilles. Le matin, le palais vivait sa vie cérémonielle. Les serviteurs portaient des plateaux d'argent, la reine recevait des invités souriants, la télévision diffusait des discours festifs. Je contemplais cette idylle apparente, tout en sachant qu'il y a quelques heures à peine, des gens avaient été massacrés dans les sous-sols pour un rituel quelconque. La bifurcation du monde était insupportable. Parfois, je me suis surpris à penser « Et si tout cela n'était qu'une sorte d'hypnose de masse ?» Mais non, c'est trop réel. La nuit, alors que je repassais mon plan d'évasion dans ma tête, un officier au regard froid m'a rattrapé dans le couloir et m'a dit « La reine souhaite vous voir à la fin de la journée. La reine souhaite vous voir lors d'une réception spéciale. Venez dans le hall principal avant minuit. » J'ai compris qu'on me tendait un piège, mais je ne pouvais pas refuser, c'était un ordre direct. J'ai mis mon uniforme, je me suis préparé à ce que ce soir soit peut-être ma fin. À minuit, je suis entré dans la grande salle, éclairée uniquement à la bougie. Au centre de la salle, sur une estrade, se trouvait le trône royal et, à côté, la reine elle-même. Il n'y avait personne autour d'elle, à l'exception de 2 soldats en uniforme noir qui se trouvaient de derrière elle. Elle était vêtue d'une longue robe, rappelant les tenues historiques, et ses manches présentaient donc des taches écarlates que j'ai involontairement prises pour du sang. Sa voix était grave, comme un grondement venant du sol. « Viens. » J'ai fait quelques pas, en essayant de ne pas frissonner. Elle m'a regardé comme si j'étais une bête étrange sur le point d'être mise en pièces. « Tu as servi au palais pendant un certain temps. Tu as vu beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» Je restais silencieuse, baissant le regard, espérant que ma confusion serait ainsi moins visible. Elle poursuivit « Je sens en vous de la peur, mais aussi de la curiosité. Vous voulez savoir comment j'ai vécu pendant des siècles? Voulez-vous comprendre pourquoi mon espèce est invincible? Pensez-vous que nous mangeons de la chair pour satisfaire notre faim? Oh non, c'est un sacrifice pour continuer la chaîne. C'est ainsi depuis des temps immémoriaux, et rien en ce monde ne peut briser cet ordre tant que nous sommes forts. » J'ai avalé la boule dans ma gorge. Ces paroles confirmaient tout ce que j'avais vu. Elle s'est rapprochée de moi et j'ai senti une odeur étrange, comme un mélange d'encens et de décomposition. Vous en savez trop, mais peut-être que nous serons plus intéressés si tu continues à regarder. Après tout, l'esclave de la peur est le meilleur des témoins. À ce moment-là, elle a levé la main et l'un des guerriers s'est approché de moi, déposant quelque chose dans ma paume. Je regardais. C'était un petit morceau de tissu ensanglanté, sur lequel je reconnus les lettres de l'alphabet latin, peut-être le nom d'un des pauvres hommes. La nausée me prend à la gorge. La reine sourit. « Apportez ceci en bas, mettez-le avec le reste des offrandes. Et n'oubliez pas que personne n'ose me contredire. » J'ai compris qu'on me forçait à participer à ce cauchemar en me rendant complice. Mais mon cœur brûlait déjà du désir de m'enfuir et de perturber leur sinistre jeu. La nuit suivant ma rencontre avec la reine, j'ai senti que tous les ponts avaient là été brûlés. On me forçait à participer au rituel, ce qui signifiait qu'ils avaient besoin de moi, soit comme exécutant involontaire, soit comme future victime. Si je n'agissais pas maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Vérifiant que je n'étais pas observé,
je me suis dirigé vers la sortie secrète dont Simon m'avait parlé. Dans le couloir souterrain où nous avions croisé le chariot, j'ai trouvé une porte étroite et verrouillée. J'ai pris un pied de biche dans l'une des pièces du fond. J'ai frappé plusieurs fois sur le pêne dormant et il a cédé. Derrière la porte, j'ai trouvé un escalier délabré qui menait aux catacombes reliées aux caves de la ville. Mon cœur battait la chamade. C'était l'occasion de m'enfuir avec le journal et les preuves et de les remettre à l'extérieur des murs du palais. Mais mon stratagème avait été repéré. Alors que je descendais et atteignais presque le passage, j'entendis des bruits de pas et des cliquetis d'armes dans les profondeurs du couloir. Je me suis rendu compte que les gardes me suivaient. En me retournant, j'ai vu la lumière des torches et quelqu'un a crié « Ne le laissez pas s'échapper !» Je me suis précipité vers l'avant, presque au feeling, car l'endroit était plongé dans la pénombre. D'en haut, on entendait des bruits de pas lourds, ils venaient vers moi. Les catacombes étaient un labyrinthe déroutant, mais je m'y dirigeais avec les conseils de Simon, mémorisant les marques sur les murs. Plusieurs fois, j'ai entendu mes poursuivants me rattraper, puis je me suis tapi dans l'ombre. Leurs torches le projetaient de des ombres inquiétantes sur les pierres humides. Une fois, caché derrière un mur de maçonnerie effondré, j'ai failli me trahir lorsqu'une goutte de sueur est tombée de mon front et a heurté une pierre. Heureusement, les deux hommes ont cru qu'il s'agissait de gouttes provenant des fissures du plafond. Enfin, j'ai débouché dans l'étroit tunnel qui, selon Simon, devait mener à l'extérieur, vers le vieux clocher. Mais alors que je sentais le vent sur mon visage, une silhouette massive en uniforme noir, l'un des officiers du palais, est apparu sur le côté de la sortie. Il m'aperçut et poussa un grognement furieux. « Halte !» La nuit semble se rétrécir autour de nous. Je me rendis compte qu'au corps à corps, je serais achevé en quelques secondes. L'officier était grand et probablement armé. Mais l'adrénaline me poussa en avant. Je me suis élancé vers lui, essayant de lui arracher la torche des mains. Nous nous sommes heurtés et nous nous sommes effondrés au sol. L'officier m'a frappé à l'épaule avec quelque chose de lourd et mes yeux se sont brouillés. Malgré la douleur, je l'ai vu lever sa matraque dans l'intention de me frapper à la tête. J'ai roulé sur le côté à la dernière seconde et la matraque s'est écrasée sur la pierre, se brisant en éclats. Il a juré et a sorti son couteau. Je savais qu'il faudrait un moment avant que la lame ne me transperce. Heureusement, j'avais un rocher à portée de main. Je l'ai saisi à deux mains et j'ai frappé l'officier à la tempe aussi fort que possible. Il recula en titubant et s'effondra, inconscient, peut-être sans vie. Je n'ai pas vérifié. J'ai eu le courage de me lever d'un bond et de me précipiter vers la sortie. L'air frais fouettait douloureusement mes poumons. La rue devant moi était déserte, éclairée par un faible lampadaire. Quelque part au loin, se dressaient les flèches d'un palais. Je me suis enfui, sans savoir où j'allais, sachant seulement que ce n'était pas fini. Il ne me laisserait pas tranquille. Caché dans une ruelle abandonnée, j'ai examiné la blessure de mon bras. Elle saignait, mais pas mortellement. J'ai bandé la coupure avec un bout de ma chemise. J'ai regardé autour de moi. Pas une âme. La ville était endormie et le palais devait être en train de fouiller le quartier à la recherche d'un fugitif. J'ai pensé au journal que Simon avait sur lui. Il n'est pas prudent de le rencontrer maintenant. Nous pourrions être repérés. Mais c'est notre seule chance. Simon m'a heureusement trouvé. Il a émergé de l'obscurité, m'a pris par l'épaule et m'a chuchoté « Chut, je t'ai vu courir. Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête en serrant les dents de douleur. « Nous avons besoin de médecins, mais c'est impossible. Nous sommes en train de nous faire prendre. » C'est tout ce que j'ai répondu. Il a acquiescé et nous a suggéré de nous abriter dans le sous-sol d'un vieil entrepôt où quelqu'un s'était manifestement rendu dans la pénombre. Apparemment des sans-abri. Nous y avons allumé une petite bougie et Simon a posé le journal devant moi. Nous avons feuilleté les pages
et j'étais de plus en plus convaincu qu'il s'agissait d'un testament monumental de siècles de mal. Les photos montraient sur des masques, des autels, des cérémonies sanglantes, tout ce que je connaissais. Il y avait des photos plus récentes, où l'on pouvait reconnaître à l'arrière-plan les traits de la reine actuelle en tant que jeune femme, entourée de conseillers tenant des paquets ensanglantés. Des légendes dans les marges indiquaient des rituels pour prolonger la vitalité. Simon a déclaré « Si un seul journaliste influent mettait la main sur ces documents, mais le risque est énorme, la reine contrôle tout. Les gens ont peur, et ceux qui n'ont pas peur peuvent être facilement réduits au silence. Nous ne pouvons pas passer à la télévision. » Je n'ai rien dit. Soudain, j'ai senti la porte de l'entrepôt trembler et des voix se sont élevées de l'extérieur. « Recherchez, ils sont là !» C'était clair, ils nous avaient se retrouver. Nous avons immédiatement éteint la bougie. Une seconde plus tard, des pas lourds se firent entendre dans le couloir, des torches perçant l'obscurité. Je tâtonnais frénétiquement, cherchant une issue. Le faisceau lumineux scintillait à travers l'entrebâillement de la porte. Nous pouvions être vus à tout moment. Simon se dirigea sur la pointe des pieds vers le mur du fond, où il y avait une trappe dans le sol. Nous avons tiré la poignée et l'avons ouverte en grinçant. Sous le plancher, il y avait une trappe étroite qui sentait la moisissure. Sans hésiter, nous nous y sommes engouffrés. À peine avions-nous refermé le couvercle au-dessus de nous que la porte de l'entrepôt s'est mise à trembler et à craquer, tandis que les hommes qui se trouvaient à l'extérieur forçaient de la serrure. Assis dans l'obscurité du trou, nous entendions des torches allumées au-dessus de nos têtes et des cris. Ma respiration s'est arrêtée. Mon cœur battait à tout rompre. Les pas s'intensifiaient. L'un des poursuivants se tenait presque au-dessus de notre abri. La trappe était à peine couverte par une planche corrodée. J'attendais qu'il regarde en bas, mais il tapa du pied, poussa un juron et s'éloigna. La chance semble toujours être de notre côté. Lorsque les bruits de pas se sont tus, Simon et moi sommes de sortie et avons emprunté les ruelles étroites pour fuir le quartier des entrepôts. La nuit s'achevait et l'aube pointait déjà à l'est. Nous savions que la nouvelle chasse allait se poursuivre pendant la journée, et il était trop risqué de rester près de la ville. Simon nous proposa de nous réfugier dans un village à la périphérie de la ville, chez un parent éloigné, où nous pourrions récupérer un peu. Le village était situé au bord d'une rivière, entouré de champs et presque dépourvu d'éclairage électrique. La maison du parent était délabrée et spacieuse, et personne n'y vivait plus depuis longtemps. Simon a allumé la cheminée et nous nous sommes de réchauffer, nous sentant relativement en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Mais mon esprit s'emballait. La reine et sa suite ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas récupéré toutes les fuites. Je regardais le journal, feuilletant les pages, étudiant chaque détail. Il y était question du rituel de la lune du chasseur, censé se dérouler une fois par cycle lunaire. Le sang des victimes était consommé et le monarque en place recevait une sorte de renouveau. Chaque chapitre décrit comment, au fil des siècles, ces pratiques de barbares s'atténuent ou reprennent, mais la dynastie conserve le pouvoir. Et si l'on en croit ces documents, pour conserver sa force, le souverain a besoin non seulement de viande, mais aussi d'une sorte d'initiation, lorsqu'il accomplit personnellement l'acte de consommer de la chair, d'où les cérémonies. Simon supposa que le rite clé se déroulait en ce moment même, étant donné l'intense activité qui régnait dans le palais. Peut-être la reine voulait-elle un dernier renfort pour se fortifier face aux maladies liées à l'âge. Cela semblait fou, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Cannibalisme, sang, connotation magique. Nous sommes restés assis en silence jusqu'au lever du soleil, nous demandant ce qu'il fallait faire. Il y avait deux solutions, fuir le pays ou tenter de tout révéler publiquement. Mais la deuxième solution risquait d'entraîner des représailles rapides. Cependant, en regardant les photos, les visages des morts,
je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'enfuir et vivre ma vie comme si rien ne s'était passé. Qui arrêterait ce cercle sanglant? Comme en réponse à mes pensées, des chiens ont aboyé à l'extérieur. Nous avons regardé par la fenêtre. Une escouade de jeeps militaires circulait sur la route de campagne. Peut-être s'agissait-il d'une patrouille de routine, ou peut-être étaient-ils déjà sur notre piste. La question était de savoir quand ils commenceraient à passer toutes les maisons au peigne fin. Nous avons pensé envoyer des copies des pages aux médias pendant que nous en avions l'occasion. Simon nous a dit qu'il connaissait encore un journaliste à l'étranger. Tout ce que nous avions à faire, c'était de nous rendre au bureau de poste ou de nous connecter à Internet. Mais il n'y avait pas de technologie dans le village. Nous devions nous rendre dans la ville la plus proche, au risque de nous faire prendre. Là encore, nous avons dû courir de nuit, en essayant de ne pas attirer l'attention. Nous avons traversé des champs où les chemins étaient envahis par de hautes herbes. Quelque part, nous avons traversé une rivière peu profonde, et nous nous sommes retrouvés dans de l'eau glacée jusqu'aux genoux. Nos jambes étaient engourdies, les moustiques nous piquaient sans pitié, mais la peur nous poussait à avancer. Devant nous se trouvait une ville avec une gare routière, dotée d'un point d'accès au réseau. Tout ce que nous avions à faire, c'était d'endurer une nouvelle ruée. J'ai essayé de ne pas penser que nous pourrions être attendus à chaque coin de rue. En chemin, nous pouvions entendre un hélicoptère passer au-dessus de nos têtes ou des sirènes, au loin. Les forces du palais semblaient se mobiliser. Lorsque nous avons atteint la ville, il était plus de minuit. Les lanternes clignotaient faiblement. Nous avons choisi un magasin en face de la gare routière où un vieil ordinateur fonctionnait 24 heures sur 24, et nous avons payé le propriétaire pour qu'il nous permette de nous connecter. Nous avons payé le propriétaire pour qu'il nous permette de nous connecter. Il n'y avait personne à l'intérieur de la gare, à l'exception d'un agent de sécurité assoupi. Nous nous sommes assis devant le vieil écran. Nous nous sommes branchés, et Simon a commencé à télécharger des pages scannées du journal, des photos, des descriptions de rituels, des confirmations de l'implication de personnes haut placées. Il semblait que dans une minute, les documents seraient envoyés aux journalistes, aux sources libres, provoquant une explosion dans le domaine de l'information. Mais à ce moment-là, un grondement soudain s'est fait entendre au-dessus de nous, comme si le tonnerre avait frappé. Les lumières du bâtiment ont vacillé, le moniteur s'est éteint. Un transformateur a grésillé quelque part. L'électricité s'est éteinte. Nous avons échangé des regards désespérés. S'agissait-il d'un accident? Ou bien leurs hommes avaient-ils occulté le quartier? De nouveau des bruits de pas, cette fois à l'entrée de la gare. Nous avons pris les dossiers et nous nous sommes précipités vers la sortie par la porte arrière. Le garde s'est levé d'un bond, nous a aperçus, mais nous sommes passés en trombe. Des voix se font entendre derrière nous. « Stop !» Tout autour de nous était dans l'obscurité. Pas de lumière, pas de lampe. Désespérés, nous avons couru dans la rue, où seuls quelques fardes de voitures étaient allumés. Des coups de feu ont retenti quelque part derrière nous. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Nous nous sommes réfugiés dans une ruelle étroite, espérant semer nos poursuivants. J'entendais Simon respirer bruyamment. Il devait être blessé, car ses pas étaient irréguliers. « Chut !» murmurai-je en essayant de le soutenir sous son bras. Mais il vacillait. Au clair de lune, j'ai vu le sang suinter de son flanc. Nous nous sommes pressés contre le mur, chuchotant, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. Le grondement des pas se rapprochait, les torches inondaient la ruelle. Nous sommes pris au piège, piégés, sans aucun moyen de contacter le monde extérieur. Respirant bruyamment, Simon me fourra une enveloppe dans les mains. « Il y a d'autres copies là-dedans. Prends-les, si tu peux. » Il n'a pas terminé. J'ai acquiescé, réalisant qu'il ne semblait pas croire qu'il pouvait se sauver lui-même. À ce moment-là,
Des hommes en uniforme de la garde royale nous ont sauté dessus. Au clair de lune, je pouvais voir le visage familier d'un officier que j'avais déjà rencontré. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire méprisant. « Comme nous sommes têtus, vous croyez que vous allez divulguer des secrets? Personne ne le croira. Et vous ne serez plus en vie pour parler. » siffla-t-il. Un autre sortit de derrière lui, comme s'il s'agissait d'un supérieur. « Ordre de la reine, liquidez, les corps doivent donc être éliminés. Il y aura de nouvelles offrandes. » J'ai attrapé le bras de Simon, espérant encore lutter, mais nous avons été immédiatement saisis. Les bracelets métalliques ont cliqué sur nos poignets dans un bruit assourdissant. Toutes nos luttes, le journal, les photos, tout cela n'avait-il servi à rien? À la lumière de la lanterne, j'ai vu l'officier afficher un large sourire. « La partie est terminée, » siffla-t-il. « La reine attend. » Un autre coup de feu coupa le silence, un coup sec et bref. Un instant, et tout s'estompa dans ma tête, la réalité se réduisant à une horreur brutale. À travers la douleur fulgurante et le martèlement du sang dans mes tempes, je vois une silhouette sinistre coiffée d'une couronne se pencher vers mon visage. Et dans cette obscurité absolue, je réalise que l'ancien rituel se poursuit.